Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans ma précédente vidéo, j'ai abordé le sujet de cette fameuse abrogation par la Cour suprême du droit à l'avortement. Quelle ne fut pas ma surprise de voir, non seulement sur les réseaux sociaux, certains Français qui, hypersensibilisés, tout d'un coup se mettent à crier « Oh mon Dieu, c'est un recul, c'est la menace du progrès !» Et des politiciens, les NUPES en particulier, qui commencent à vouloir secouer l'étendard de la constitutionnalisation de ce droit à l'avortement. Alors, déjà, on va mettre les choses au clair. La société américaine, le système politique américain n'est pas le même que celui de la France. Et non seulement il est différent, mais je rappelle qu'en France, nous avons la loi de 1905 ou 1903, je ne sais plus, sur la laïcité, sur le fait de la séparation du pouvoir et de l'Église. Alors qu'aux États-Unis, la religion, elle est quand même relativement influente, plus particulièrement du côté des conservateurs, en l'occurrence les républicains. Même si, encore une fois de plus, comme je l'avais précédemment dit dans une autre vidéo, il faut toujours prendre en considération le fait que ce soit des démocrates ou des républicains, il y a à la fois les modérés, comme aussi les ultras, comme il y a le libéralisme et l'ultralibéralisme. Et donc, en France, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a absolument aucune menace d'avoir une influence religieuse qui pourrait remettre en question l'avortement. Sauf évidemment, et là c'est là qui est assez cocasse, parce que vu la motivation des NUPES à vouloir constitutionnaliser le droit à l'avortement, au cas où on ne sait jamais si dans l'avenir quelqu'un voudrait la modifier ou la supprimer, quels pourraient être ceux aujourd'hui en France qui pourraient éventuellement être la menace de supprimer ce droit à l'avortement? Je vous laisse réfléchir, laissez-moi un commentaire si vous avez compris de quoi je veux parler. Donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup en France, nous avons des gens qui tout d'un coup, on a l'impression que c'est arrivé en France aussi? Et j'ai envie de dire, si ça se trouve, c'est peut-être parce que la société française, de par l'américanisation, de par l'apport de culture, d'outils culturels, de loisirs, de plaisir, de fantasmes, de rêves, eh bien, au fil du temps, nous avons réussi à fomenter en France des gens qui sont tout aussi hypersensibilisés que les Américains, voire même, je dirais, hypersensibilisés, mais en plus de ça, ce que Alain Soral appelle les idiots utiles, c'est-à-dire ceux sur lesquels on va se reposer pour promouvoir une idéologie, promouvoir une pensée, promouvoir un sentiment, promouvoir une offuscation, promouvoir une panique. Alors, si vous voulez mon opinion personnelle, sur le sujet de la constitutionnalisation de l'avortement en France, c'est catégoriquement non. Alors évidemment, si jamais il y a un féministe là, qui traîne et qui est en train de me regarder et qui me dit « Oui, espèce d'enfoiré », non. Non et non. Pourquoi? Parce que la loi est déjà là. Parce que la loi est déjà pour cadrer et dire toutes les femmes françaises ou étrangères sur le territoire français ont le droit à l'avortement. Alors oui, en effet, pour les femmes musulmanes françaises qui plus est, elles ont accès à ce droit. Donc quand les NUPES vous font croire ou vous font miroiter l'idée qu'en effet, peut-être qu'il y a un risque à l'avenir, sauf que le problème, c'est que leur argument est reposé sur quoi? Il est reposé sur l'extrême droite. C'est l'extrême droite. Sauf que le problème, c'est que l'extrême droite française n'a rien à voir avec l'extrême droite américaine. L'extrême droite américaine est exclusivement
est extrêmement baigné dans les valeurs de la religion chrétienne, que ce soit catholique ou protestante, ou de tous les mouvements réformistes qui existent aux États-Unis. Mais en revanche, on n'est pas à l'abri que demain, peut-être, certaines personnes de nationalité française, mais d'origine d'une religion dont on sait que l'avortement est un sujet extrêmement tabou, allez savoir. Oui, pourquoi pas. Sauf que le problème, c'est que les NUPES, eux, se servent de l'argument de l'extrême droite, comme si l'extrême droite française était exactement la même que les conservateurs américains, que Donald Trump, que les suprémacistes blancs, que... Non, ce n'est pas la même chose. En revanche, les NUPES, quand vous allez les voir et leur dire oui, mais aujourd'hui, au vu de la société, au vu de l'évolution, ceux qui sont peut-être véritablement une menace pour le droit à l'avortement, je dirais que c'est quand même les musulmans rigoristes. L'islam radical. Je pense qu'on est d'accord sur le sujet. Donc vous voyez un petit peu, en réalité, cette histoire d'abrogation de la loi de l'avortement aux États-Unis est un prétexte en France pour aller chercher, encore une fois de plus, ces idiots utiles qui réagissent au quart de tour. Oh mon Dieu, c'est une régression sociale. Oh mon Dieu, c'est une atteinte au féminisme. Oh mon Dieu, c'est du racisme. Oh mon Dieu, c'est en effet, là, j'ai bien envie de dire qu'ils ont réussi leur coup parce qu'ils ont quasiment fabriqué les mêmes qu'on a ici aux États-Unis. Des gens qui réagissent émotionnellement, mais qui ne réagissent pas intelligemment. Donc du coup, on a ce gloubi-boulga sur les réseaux sociaux, sur les médias, sur de gens qui sont en train de prendre en considération ce qui s'est passé aux États-Unis comme si ça s'était passé en France. Remarquez, ceci dit, c'est une bonne stratégie, puisque c'est la stratégie qui consiste encore une fois de plus à essayer de détourner l'attention de l'opinion sur un faux sujet pour éviter que les Français s'intéressent au vrai sujet et se posent les vraies questions. Les vraies questions sur les discours alambiqués de notre ministre de l'économie, M. Le Maire, qui semble ne pas voir le tsunami inflationniste qui va vous tomber dessus très prochainement. Et d'ailleurs, question inflation, quand vous avez notre président de la République, Emmanuel Macron, qui souhaite demander aux acteurs, producteurs de pétrole du Moyen-Orient, de fixer un prix, qu'il va même interpeller Joe Biden lors de la réunion du G7. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Si jamais j'arrive à la retrouver, je vous la mets juste là. Où il interpelle. Excusez-moi, mais Emmanuel Macron, il n'est pas crétin, il voit bien qu'il y a des caméras. Donc le fait qu'il voit les caméras, oui, en fait, Joe, ouais, en fait, enfin, voilà, on pourrait parler d'un truc, tu sais que bon, là, j'ai appelé les responsables des productions de pétrole, au Moyen-Orient, etc. Il faut absolument... Il aura fallu à un moment donné qu'un des assistants de Biden fasse comprendre à Macron, il dit non mais là, t'es gentil, mais on peut en discuter à l'intérieur, s'il te plaît, pas devant les caméras. Ah oui, bien sûr, à l'intérieur. Il a pété un plomb. C'est pas possible. On va dire, nous, on a un sénile. Je le rappelle, pour ceux qui, des fois, montent des vidéos en voyant pauvre Biden bloqué. Je rappelle, Joe Biden est bègue. Il a été soigné, mais vous savez que des bègues, des
fois, quand ils sont en stress, etc., leur bégaiement revient. Et donc Joe Biden, de temps en temps, il a un petit coup de stress et tout d'un coup, ça se met à bégayer. Ça se met à coincer sur des mots, etc. Donc c'est pour ça. C'est pas forcément une preuve de sénilité. Mais, le fait qu'il ait tout le temps des fiches, le temps qu'il ait, le fait qu'il ait un prompteur, le fait que on lui mâche un peu le travail, etc. Ben oui, mais attendez, on a élu un président qui a quel âge? 76 ans 72 ans, 74 ans. Donc, forcément, on récolte ce que l'on sème. Bon, plaisanterie mise à part. Comme je le disais, planquer, occuper l'opinion avec des faux sujets. C'est-à-dire, utiliser, instrumentaliser une partie des Français qui sont justement dans cet émotionnel, qui sont dans cette incapacité à un moment donné à réfléchir, à prendre du recul sur des événements, sur des faits, et faire en sorte que ces gens-là fassent monter un petit peu la mayonnaise, j'ai envie de dire. La mayonnaise pour faire d'un débat, pour faire d'un sujet ce qui n'est pas un sujet. Ce qui n'est pas un débat. Certes, on le regrette aux États-Unis que la Cour suprême ait pris ce genre de décision. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, c'est les États-Unis. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que je vis aux États-Unis, parce que je connais ce peuple, parce que je sais comment il fonctionne, parce que je sais qu'il est dans un état d'esprit de contradiction, qu'il voit toujours les choses à l'extrême, que très rarement il est difficile, même dans le politique, même au niveau de l'État fédéral, de trouver des gens qui sont capables à un moment donné de faire la part des choses et d'être modérés. Et ça, non. Les États-Unis, c'est le pays des excès. C'est tout l'un ou tout l'autre. Donc quand les mecs, au 21e siècle, en 2022, ils se disent « Oh bah tiens, ce serait bien qu'on abroge la loi sur l'avortement », ils ne réfléchissent pas que c'est forcément une loi qui va être très critiquée, qui va être très jugée sévèrement. En dehors, évidemment, de certains choix de coulisses. Et comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, toujours se poser la question à qui profite le crime. Parce qu'on ne me fera pas croire que même ces juges conservateurs sont idiots à ce point de rétrograder, de faire un rétropédalage sur un droit fondamental des pays industrialisés, des pays modernes, qui est le droit pour les femmes d'avorter. Bon, après, je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente que derrière, peut-être qu'en coulisses, il y a des questions business. Je vous rappelle, on est en inflation, donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont beaucoup de mal à dégager du chiffre d'affaires, d'évolution de chiffre d'affaires, parce qu'évidemment, les Américains l'année dernière, avec la Covid qui s'est calmée, ont énormément épargné, sauf que là, les épargnes, elles s'épuisent, et que là, maintenant, on va revenir à quelque chose de plus brutal. Donc, ce qui est assez formidable de voir aujourd'hui, c'est de voir comment en France, finalement, on a réussi à finalement américaniser les gens. Il y a des gens qui, comme certains Américains, c'est-à-dire prennent comme argent comptant ce qu'on leur dit, ce qu'on leur montre, la façon dont on leur montre, qu'on va chercher la morale pour leur faire accepter l'indiscutable. Je pense que la guerre en Ukraine, la Syrie, la pandémie ont été, ces 15 dernières années, des événements qui ont démontré la capacité à la fois médiatique, politique et idéologique à canaliser l'opinion dans un sens plutôt que dans un autre. Et justement, rappelez-vous, je vous en ai parlé, je vais vous en parler encore une fois de plus maintenant parce qu'il y a eu encore des rebondissements. Il est dommage que BFM, France Télévisions,
TF1, LCI, même CNews, Arte. Quoique Arte, je crois qu'ils ont fait un reportage dessus. Enfin bref. Et surtout BFM, oui, surtout BFM. N'ont absolument pas abordé le sujet des documents Pfizer. Vous savez, je vous en ai parlé depuis le début de l'année. La FDA, qui est la Food and Drug Administration, a été condamnée, a fait appel et la condamnation a été confirmée, de devoir obligatoirement publier un ensemble de documents liés à la décision de la FDA sur l'autorisation de l'usage du vaccin Pfizer et aussi sur l'homologation temporaire du produit Pfizer. Et du coup, bah oui, quand les documents commençaient à être publiés, bah tout d'un coup, on a découvert des choses très intéressantes. On a découvert par exemple que Pfizer, dans ses tests, alors évidemment, remettons les choses dans leur contexte, nous sommes dans une pandémie, il y a urgence, donc on ne peut pas attendre 10 ans qu'on développe un vaccin pour protéger les gens. Donc on passe outre. On s'octroie la capacité de ne pas s'occuper des règles, des principes, des protocoles. Ces fameux protocoles, pour la plupart, qui ont été installés suite à un certain nombre de scandales, pour protéger, pour vous protéger. Sauf qu'on se rend compte, dans les documents Pfizer, que non seulement ils avaient déjà un échantillon d'effets secondaires avérés, suivant un certain nombre de pathologies, mais en plus de ça, au vu d'un certain nombre de gens qui ont participé au test et au protocole, ils ont eu des alertes comme quoi le vaccin pourrait éventuellement déclencher des effets secondaires à court terme, à long terme ou permanents. Je rappelle, n'oubliez pas ce détail très important, c'est que nous sommes tous des individus différents. Que certains d'entre nous avons eu, nous connaissons, nous savons, ou nous avons la chance d'avoir des médecins professionnels, aguerris, qui, suivant le parcours, suivant le traçage, suivant ce que vous avez pu avoir comme maladie, comme problème de santé, etc., permettent à certains médecins d'éveiller leurs soupçons et de vérifier, de contrôler si par hasard vous n'avez pas un autre problème de santé sous-jacent. Je dis bien sous-jacent, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun symptôme, qu'il n'y a rien de particulier qui pourrait éventuellement vous permettre de savoir ou de sentir que vous avez un problème, mais de par un certain nombre de tests et justement par un diagnostic, eh bien vous annoncez que en réalité, il y a peut-être des chances que vous ayez une fragilité au niveau du cœur, que vous ayez peut-être un léger diabète, etc., etc., etc. Et que de fait, tous les gens qui n'ont pas conscience de leurs problèmes de santé ou des pathologies particulières dans lesquelles ils rentrent en matière de critères, eh bien malheureusement, ces gens-là, quand ils ont été vaccinés, eh bien, ils ont eu des effets secondaires déclarés. Des effets secondaires dont ils se sont remis, comme d'autres, malheureusement, ils sont restés. Et d'ailleurs, même maintenant, la communauté scientifique accorde qu'un très grand nombre de décès pourraient être liés au vaccin, mais parce que les personnes avaient déjà des comorbidités. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est exactement ce que l'on a dans les documents Pfizer de la FDA. Souvenez-vous, ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu, qui était pour essayer de vous convaincre que c'est sans danger, alors qu'en réalité, ça pouvait l'être. Ça pouvait l'être si, en plus de ça, vous n'êtes pas diagnostiqué. C'est-à-dire qu'on ne vérifie pas si potentiellement vous avez quelque chose qui pourrait éventuellement être un déclencheur. Si dans votre famille vous avez déjà des problèmes récurrents, peut-être même des problèmes qui ont été transmis génétiquement,
Et le fait de prendre ce vaccin, eh bien malheureusement, provoque chez vous des réactions très désagréables. Seulement voilà, quand on fait des tests, quand on a le respect des protocoles, du développement d'un certain nombre de traitements, ça va entre 5 et 10 ans. Alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème c'est que la pandémie, il y a urgence. Donc on a passé outre. On a donné des autorisations à des laboratoires, au moins de faire des protocoles, de faire des essais randomisés, mais de se dépêcher, et on n'y regardera pas de plus près, c'est-à-dire qu'on respectera les protocoles, mais ces protocoles, on va les faire aussi à grande échelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser le produit. On va utiliser le produit sur vous et moi. Car je rappelle, pour mémoire, Moderna, son vaccin phase 4 s'achève au mois d'octobre de cette année. Pfizer, c'est l'année prochaine. Et souvenez-vous ce que je vous avais dit, que justement Pfizer avait réussi par pression du lobbying à obtenir une homologation. Avec cette homologation, ça permet à des pouvoirs publics, des pouvoirs de gouvernement d'État ou d'États fédéraux, d'État fédéral, tout simplement, de pouvoir légiférer sur une vaccination obligatoire. Ce qu'en Europe, ils ne peuvent pas faire, puisque les produits sont autorisés à usage, mais ne sont pas homologués. Puisque, encore une fois de plus, en Europe, personne ne prend le risque ou prend la responsabilité de donner une homologation à des produits dont les phases de test ne sont pas terminées. Et sur lesquels, évidemment, il y a encore beaucoup à dire et beaucoup à étudier et analyser. Et donc, le fait c'est que ce que certains disaient, des spécialistes, des virologues, on se souvient, soit Fouché, Perron, Raoul, ou même celui qui nous a quittés, qui était Montagnier, nous avait dit, nous avait prévenu de ces choses-là. Et même encore aujourd'hui, on les traite de charlatans. Alors qu'en réalité, quand vous lisez les documents de Pfizer, eh bien, ils ne font que confirmer ce que Raoul nous disait. C'est-à-dire, avant de piquer tout le monde, il faut diagnostiquer. En diagnostiquant, on élimine les risques chez certaines pathologies, chez certaines personnes. Sauf qu'on ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'on a piqué tout le monde à tout va. Et aujourd'hui, il y en a qui sont en train de regretter parce qu'ils ont récolté des troubles, récolté des effets secondaires, récolté des maladies avec lesquelles aujourd'hui il va falloir qu'ils vivent. Donc encore une fois, je reviens à cette capacité de maîtriser, de conditionner l'opinion à une idée, à une vérité absolue. Sauf que le problème, c'est que les vérités absolues, quand au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ceux qui vous disaient blanc et qui tout d'un coup vous disent noir, là vous vous dites, mais attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous vous souvenez que certains commençaient à dire que finalement peut-être que le virus se serait échappé du fameux laboratoire de Wuhan et que ce n'était pas un virus naturel. Oh mon Dieu, idée complotiste. Bon, aujourd'hui, nous avons un journaliste comme Patrick Cohen dans l'émission C'est à vous, qui s'est amusé tout simplement à vous dire que finalement, peut-être que, en effet, le virus se serait échappé de quelque part. Oh mon Dieu! Donc finalement, comme vous voyez, que ce soit la pandémie, que ce soit cette histoire d'abrogation de la loi sur l'avortement, je vais y arriver,
et entre autres sujets d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a une accélération à vouloir absolument conditionner l'opinion, conditionner votre opinion, conditionner votre façon de penser, voire même interdire à un moment donné de se poser les bonnes questions. Là, par exemple, nous avons le G7. Comme par hasard, les Russes ont attaqué un centre commercial, il y avait 1000 personnes à l'intérieur. Dois-je rappeler le coup de la fameuse maternité de Mariupol, ou encore le coup du théâtre de Mariupol? Là encore, on nous a annoncé ça avec un catastrophisme en disant oui, il y a des centaines de morts, etc. C'est inadmissible. Et évidemment, tous les médias français, internationaux, occidentaux, se sont jetés à la gorge des Russes parce qu'ils étaient les méchants dans l'histoire. Sauf qu'après, on s'est rendu compte que finalement, il n'y avait pas de preuve flagrante que c'était les Russes qui avaient tiré. Et en plus de ça, dans la volonté de faire de la dramaturgie, on a un peu trop avancé des données qui en réalité n'étaient pas vérifiées et n'étaient pas possibles de vérifier parce que toutes les informations qu'aujourd'hui les médias vous donnent sur l'Ukraine sont des informations officielles qui sont fournies par le gouvernement ukrainien. Rappelez-vous, j'avais noté dans une autre vidéo que le New York Times avait fait un long article, à charge, certes, mais non sans se protéger le cul, en disant que les informations sur lesquelles nous reposons notre article sont des informations officielles qui ont été fournies par l'autorité, le ministère de l'information ukrainien. Mais que nous n'avons pas pu, par nous-mêmes, vérifier ces informations. Moins le New York Times a l'honnêteté de dire les choses, ce qui n'est pas le cas de certains médias, surtout Le Monde, Le Point, l'Express, 20 minutes. Néanmoins, ils mettent quand même selon les autorités ukrainiennes. Quand ils disent selon les autorités ukrainiennes, ça veut tout dire. Ça veut dire que ce qu'on vous dit là, c'est en fait des informations qu'on a reçues de l'autorité ukrainienne. Mais le problème, c'est que en réalité, on n'est que des perroquets. On ne fait que relater ou refléter ce que le gouvernement ukrainien veut que l'on dise, que vous sachiez. Mais en réalité, vous n'avez pas la vérité. Et puis peut-être dans 3 semaines, 4 semaines, on apprendra qu'en réalité, les missiles qui ont été tirés sur le centre commercial étaient des missiles tirés par les Ukrainiens. Comme par hasard, me direz-vous. Et donc, tout ça pour vous dire que même maintenant, et là je reviens un petit peu sur la situation en France avec ce Parlement qui devient une véritable comédie. On a appris qu'il y a eu l'élection En Marche, la direction de l'Assemblée nationale. Je crois me souvenir que c'est celle qui avait d'ailleurs dans une commission essayé un petit peu d'étouffer un certain nombre de données. Je me demande d'ailleurs si c'est pas elle qui était présidente ou rapportrice de la commission parlementaire sur l'affaire Benalla. Peut-être, je ne sais plus. Mais je rappelle quand même que ce Parlement, il a été élu par 48%, 47% de l'électorat. C'est-à-dire même pas la moitié. Donc, je ne sais pas, est-ce que les députés aujourd'hui font amende honorable en disant oui, nous devons doublement être attentifs aux besoins et aux attentions des Français parce que non, de toute façon là c'est encore des querelles de clocher. Oui, Macron n'a pas de majorité absolue. Oui, Macron n'a pas réussi à convaincre les UDI ou des Républicains pour lui donner la possibilité de renforcer son groupe et d'avoir une majorité absolue. Mais vous inquiétez pas,
ils vont trouver le moyen de vous vendre et de faire passer les pilules sans que personne ne dise rien. Et pas le Rassemblement national. Enfin, je ne sais pas. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est entré dans une phase où de toute façon, tout va être fait pour essayer de vous cacher que la situation économique est en réalité en train d'être dans une continuité de ce qui avait commencé à se passer avant la pandémie. C'est-à-dire que les modèles économiques sont en train de s'effondrer, c'est-à-dire que tous les systèmes économiques, les acteurs économiques sont en train de commencer à sentir des fissures dans les piliers même de leur structure. Et j'ai même envie de dire que vous avez en ce moment les marchés et les banques qui commencent un petit peu à chier dans leur froc. Parce que forcément, c'est bien gentil de vouloir faire de la spéculation, c'est bien gentil de vouloir faire le nécessaire pour essayer de développer des marchés, de continuer à construire du marché, à créer de la demande. Le problème, c'est que si la demande elle n'a pas d'argent pour acheter ce qu'on a l'intention de lui offrir, alors on va faire des quoi ? On va faire des stimulus, mais des stimulus, ce n'est rien d'autre que de la dette supplémentaire. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas 36 000 solutions. De toute façon, il faut réformer les systèmes. Et réformer les systèmes, c'est-à-dire remettre un petit peu d'ordre, de discipline dans les systèmes financiers, de telle manière à faire comprendre que vous êtes gavé pendant 50 ans, mais maintenant c'est fini. Maintenant, il va falloir jouer votre rôle d'acteur économique en bon sens et en raison. Bon, sauf qu'ils ne le veulent pas. Donc, comme je vous l'ai dit, et je le répète, la seule façon pour eux de préserver leur modèle, la seule façon pour eux de continuer à prendre plus d'importance, d'hégémonie, d'empirisme et de pouvoir, c'est de détruire vos États-nations. Et qui plus est, détruire les États-nations, c'est-à-dire supprimer, modifier, réformer, changer, priver un certain nombre de vos libertés. Et force est de constater que pendant la pandémie, ils vous ont testé et finalement, c'est passé comme une lettre à la poste. Tellement passé comme une lettre à la poste que, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, il y a un projet de loi qui va demander la prolongation de l'urgence sanitaire jusqu'au 31 mars 2023. Et dans ce document, il y a évidemment le pass vaccinal. Et actuellement, il paraît qu'il y aurait une rumeur comme quoi le gouvernement pourrait éventuellement remettre le pass vaccinal en route à partir du 1er août. Donc encore une fois de plus, si vous pensez destruction État-nation, mainmise, empirisme, et finalement, force est de constater qu'on est en plein dedans. On a élu et réélu Emmanuel Macron. On a à la tête du gouvernement des gens et des ministres dont certains sont d'une incompétence rare, et même, je dirais à l'échelle internationale, on sent bien que l'Union européenne a bien l'intention d'accélérer le mouvement pour placer ses pions d'une entité supranationale. C'est-à-dire, à un moment donné, on l'a déjà fait, je rappelle, Hollande a filé le chéquier, la carte bleue de la France à l'Union européenne en 2016. Maintenant, évidemment, sur le texte, c'est écrit qu'il n'y a pas d'obligation, ce sont des recommandations. Oui, sauf que le problème, c'est qu'il y a recommandation et recommandation. Vous savez, c'est un peu comme aux États-Unis, il y a cette expression « Can you do me a favor ?» Peux-tu me faire une faveur ? Qui normalement est une question, c'est-à-dire une demande. Eh bien, si jamais vous venez aux États-Unis et qu'un Américain vous pose cette question, ne dites jamais non. Parce qu'ils vont très mal le prendre. C'est un peu comme, vous savez, cette histoire qui consiste à dire qu'on peut rire des Corses,
mais il ne faut pas le faire. Eh bien, les recommandations de la Commission européenne pour les États membres, c'est exactement la même chose. C'est des recommandations, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il faut le faire quand même. Et force est de constater que, quand tu regardes un petit peu ce qui se passe au niveau des ministères, au niveau de la structure, au niveau de la fonction publique, au niveau de l'organisation, au niveau de la gestion du pays, et même au niveau du placement et des nominations d'un certain nombre d'individus, force est de constater que on est quand même en plein dedans. Sauf que y a un moment donné où ça commence à se voir et que ça fait plus illusion. Mais ceci dit, on en reparlera parce qu'on n'a pas fini. Rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, que puis-je vous souhaiter d'autre? De bien vous porter.